Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un point ciné-critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler à chaud du 5e Indiana Jones qu'on attendait tant, peut-être par nostalgie ou curiosité, je ne sais pas. Indiana Jones et le cadran de la destinée ou en version originale The Dial of Destiny, réalisé par, et non pas Steven Spielberg, James Mangold est donc derrière la caméra. Par contre, on retrouve John Williams à la musique et bien sûr dans le rôle d'Indiana Jones, forcément Harrison Ford. À ses côtés, on retrouve des nouvelles apparitions campées par Phoebe Waller-Bridge qui interprète sa filleule, Mads Mikkelsen, le méchant. Retour au casting quand même de John Rhys-Davies dans le rôle de Salah, c'était déjà annoncé dans les bandes annonces. On a également Thomas Kretschmann et... qu'est-ce qu'il fait là? Antonio Banderas! Quand je l'ai vu débarquer, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Peut-être qu'il rêvait de jouer dans un Indiana Jones. On a également Toby Jones, qui joue d'ailleurs l'ami d'Indiana Jones, c'est marrant, le père de la filleule d'Indy. Ok. Et donc l'histoire se déroule en 1969, à l'époque où les Américains ont marché sur la Lune. Il y a encore la guerre du Vietnam. D'ailleurs, on a ce petit repère historique, le temps d'un défilé. Et Indiana Jones a raccroché depuis longtemps les aventures d'archéologue. Il est devenu professeur Jones, bon, dans une université, et il est sur le point là vraiment de prendre sa retraite. D'ailleurs, il donne son dernier cours et tout. Il a l'air totalement dépassé. Et un beau jour, eh bien, débarque dans sa vie sa filleule, qui visiblement est à la recherche d'un artefact. Alors, je simplifie le synopsis parce que sinon c'est trop compliqué. Le fameux cadran de la destinée qui a été séparé en deux. Et il y a déjà une partie qui est là. Hein. Pour trouver l'autre partie, il faut trouver un autre truc pour savoir où il est situé. Une fois que ce cadran sera reconstitué, il aura peut-être sa place dans un musée. À moins que donc ce scientifique physicien allemand qui travaille pour les États-Unis, et c'est lui qui a permis aux Américains d'aller sur la Lune. Eh bien lui il veut le récupérer aussi, mais à des fins peut-être plus personnelles et plus glorieuses. Je ne vous fais pas un dessin, d'autant plus que ce monsieur, on le voit dans un flashback, puisque le film commence dans le passé, en 1944-45, quelque part par là, où on voit donc ce jeune homme à l'époque qui affronte Indiana Jones avec son pote qui s'appelle Basil Shaw dans le film, dans un train, tout ça, oh là là, etc. À la base, ils étaient là pour récupérer la lance de Longinus qui était fausse. Donc du coup, non, il y a ce cadran qui visiblement est vrai. Un cadran de la destinée qui aurait été conçu par Archimède. Et donc, il se passe des choses. Miraculeusement, le personnage de Mads Mikkelsen survit. On se demande comment, mais il survit. Et ça ne sera pas expliqué, mon fils, je spoil au moins ce détail. Non, c'est pas un spoil du tout. Je ferai une zone spoil, par contre, très important que j'en fasse une. Et donc, plus tard, forcément, cet ex-nazi devenu, bon, toujours plus ou moins nazi peut-être, hein, mais allié des Américains, bizarre, qui travaille avec la CIA, d'ailleurs, une agent qui est jouée par Shawnette Renée Wilson, eh bien, voilà, les deux vont se mettre en concurrence avec, en plus, la filleule, qui est vraiment la digne fille de son père, et plus si affinité. Et on va partir à travers le monde, on va quitter New York, on va aller au Maroc, près de la Grèce, en Sicile, pour récupérer donc et unir ce cadran de la destinée et voir ce que ça peut faire. Parce qu'on le sait à un moment, si vous avez vu les 4 autres Indiana Jones, ça va peut-être pas forcément rester trop terre à terre jusqu'au bout. Hein. Et donc James Mangold derrière la caméra, qui est un réalisateur que j'apprécie plutôt, c'est pas mon metteur en scène préféré. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on lui confie une histoire, il fait bien les choses. Donc là, c'est pas lui qui est au scénario. Hein. D'ailleurs, je crois qu'ils ont repris David Koepp, qui est notamment à scénariser Jurassic Park, pas n'importe qui, pour l'écriture, mais aussi Jess Butterworth, qui a notamment mis la patte à Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Et donc, évidemment, on se retrouve avec une histoire d'aventure à l'ancienne, mais avec aussi le temps qui passe, forcément, pour un Indiana Jones qui doit avoir 70 ans à peu près dans le film. Son âge n'est pas mentionné. Et qui n'est pas tout jeune, forcément. Bon. Et oui, j'ai oublié un truc dans le casting quand même. Petit cocorico, on a Ethan Isidore, un jeune français qui va jouer un adolescent qui va être assez intéressant, d'ailleurs, dans la progression du film. Qu'est-ce que j'ai pensé alors de ce métrage? Disons que je suis
très mitigé. En fait, c'est pour moi un film doux amer. C'est-à-dire que sur le plan de la nostalgie et sur le côté de l'aventure, j'ai vraiment pris mon pied pas mal de fois. Et certaines fois, ça fonctionne, notamment sur les scènes de poursuite et d'action et aventure pure. Ça réinvente pas l'eau chaude, mais il y a quand même un moment à Tanger, là, avec ces petites courses. On voit qu'il avait fait Le Mans 66 avant, même si ça n'a rien à voir. Hein. Eh bien, c'est super bien fait. Bien sûr, c'est un peu CGI, etc. On va y revenir sur le côté numérique. Mais franchement, ça passe. Et puis ben, après, voilà, on essaye de décoder des trucs à l'ancienne, ça fait très plaisir. Et petit jeu de piste pour arriver au bout, avec des clins d'œil, clairement, quand on est dans des grottes et tout. Alors, à un moment, il y a des serpents, mais c'est des serpents de mer des Murennes, il y a des insectes, évidemment, tout y passe. Beaucoup de références et de fanservice vite fait sur les 3 premiers films. Le 4e, semble-t-il, était oublié. Sauf sur un détail dans lequel je reviendrai en zone spoiler. Enfin, un détail et demi, du coup. Par contre, on a vraiment quelques soucis et je serai obligé de revenir sur un point très précis parce que la fin m'a pas mal déçu. Même si je sais qu'un film ne doit pas être vu par rapport à sa finalité, là je trouve quand même qu'ils ont raté le coche. Et il y a quelque chose qui m'a un peu énervé, même si je comprends l'idée et que quand même ça peut être satisfaisant. Par contre, le souci c'est que le fait de faire revenir Indiana Jones comme ça pour une énième aventure, à un moment ça pèse parce qu'on voit qu'il a son âge. Alors certes, on ne joue pas trop pour en faire un super-héros, mais c'est un peu pâteau quoi. Finalement, heureusement que le personnage de Phoebe Waller-Bridge, donc qui joue Helena Shaw, elle a du peps, femme indépendante qui suit l'obsession du père, cette quête-là, parce que le père n'est plus là, hein, mais en même temps qui s'émancipe aussi, en gros elle est devenue un peu une criminelle et tout, mais à un moment, il y a un truc très lourdingue. Ah là là, il y a des trucs très lourdingues, parfois au niveau humour, mais avec son ex marocain là, qui joue super mal, l'acteur qui joue Raïm là. Ah là là, que c'était pas bien ça. Bon bref, il y a peut-être trop de trucs à un moment. Le film a trop de trucs, veut trop proposer de choses, mais pourquoi pas. Ouais, on voit qu'elle veut aller de ses propres ailes, mais quand même, hein, c'est la fille du père, et c'est aussi, elle nous est présentée en tant que telle, une forme d'Indiana Jones au féminin. Disons que s'ils veulent faire un spin-off sur elle, ça pourra passer. Mais je suis pas très client parce que c'est juste trop facile à imaginer, quoi. Voilà, mais bon, on verra bien. C'est vrai que franchement, c'est la fille spirituelle d'Indiana Jones à plus d'un point. Et les deux vont s'opposer et s'allier en même temps, c'est assez amusant ça. Je trouve qu'il y a un bon caractère build-up et une bonne alchimie quand même. Donc, et puis bon, franchement, je tire mon chapeau. S'il écoute, parce qu'il est français, s'il tombe sur cette vidéo, chapeau jeune homme. Ethan Isidore dans le rôle de Teddy, donc l'ado qui suit toujours Helena, ouais, il se débrouille bien, on voit qu'il prend son pied à jouer là-dedans, et il est naturel, tout en étant bon, ça fait plaisir, hein, voilà. Mads Mikkelsen en rôle de méchant, alors, je développerai peut-être dans la zone spoiler, mais il est bon Mads Mikkelsen, cependant, l'écriture de son personnage n'a absolument aucune profondeur, et c'est très prévisible. Voilà. Par contre, ça questionne un petit peu la politique des États-Unis, mais alors, ça reste très en surface, et il faut pas trop non plus en mettre pour pas trop choquer. Mais quand même, l'Amérique a utilisé ce physicien allemand ex-nazi, ils étaient peut-être pas au courant, mais ils auraient pu chercher un peu dans les dossiers. Bon, il a changé de nom. Il s'appelait Fowler, et là, il s'appelle Schmidt. Bon. Ben, c'est lui qui va aider les Américains à aller sur la Lune, et on voit quand même la CIA aider cet homme, qui est accompagné notamment d'un néo-nazi, clairement, hein, qui est joué par, d'ailleurs, Boyd Holbrook. Ah, c'est aucune subtilité, et sur le côté politique, on essaye, mais finalement c'est juste tourné en dérision pour faire un contexte, notamment dans ce défilé là, oui, on reçoit les astronautes qui reviennent de la Lune, on les voit même, hein. Ils voient d'ailleurs Indiana Jones passer en cheval, ça c'est dans la bande-annonce, et il y a aussi la manifestation contre la guerre du Vietnam, ouais, et tout, tourné en dérision, et en fait, vu quelque chose autour d'Indiana Jones, ça passe pas, j'y reviendrai après. Donc ouais, il y a des petits moments sympas comme ça, où il y a cheval dans le métro, dans le défilé, ouais, la plongée sous-marine qui est bien sympathique aussi, mais ça passe trop vite ça. Et par contre, et je finirai là-dessus avant la zone spoiler, toute l'introduction, bien sûr, rajeunissement numérique sur Indiana Jones, Harrison Ford. Par moments ça passe pas, ça fait trop lisse. Ça, je n'y crois pas un seul instant en fait. J'y crois à 30%. Mais dès qu'on est en mouvement et tout, non. Puis alors, c'est un peu lourd, hein, comme intro, à part dans le train, où oui, là on trouve une belle action, hein. Petite référence à Indy jeune dans le train, dans la dernière croisade, c'est un peu la même structure. Je trouve que, d'ailleurs, Indiana Jones devient presque son père, hein, par moment. Je trouve que, franchement, là, tout ce qui se passe avec l'histoire du pendu, là, avec l'obus qui tombe, oh,
Voilà, ça commence très lourdement pendant les 5 premières minutes. Puis après, bon, finalement, on se laisse porter. C'est un peu la magie aussi d'un Indiana Jones. Mais là, c'est par pure nostalgie. Je suis grand fan des 3 premiers, surtout du premier et du troisième. Hein. La dernière croisade étant pour moi le meilleur, mais les aventuriers de l'Arche perdue sont pas loin. Et le Temple maudit, c'est fort bien quand même. Et bah, le royaume de crâne de cristal, c'est pas détestable, hein, mais voilà. Donc je suis content d'avoir vu certaines choses, quoi, mais je suis assez mitigé sur la conclusion qui me semble un peu précipitée et maladroite. Et j'y en arrive donc à la zone spoiler. Vous savez, je l'ai déjà dit à certaines personnes en privé, j'étais persuadé qu'on allait y arriver. D'ailleurs, pour ce faire, pour pas vous mentir, j'ai mis ce t-shirt pour aller voir ce film. Rien à voir, vous allez me dire, ah bah si, j'étais persuadé qu'avec le cadran de la destinée, on allait voyager dans le temps. Et alors clairement, Eureka, on y va. Avec Archimède. Eh ouais, parce qu'en fait, pour faire simple, avec le cadran, là, Archimède aurait découvert qu'avec des failles dans le temps, on pouvait voyager dans le temps. Même quand dans sa tombe, on lui découvre une montre, qui en fait, la montre, hein, tout est lié, vous voyez à la fin. À la fin, donc, le nazi, clairement nazi, hein, il veut retourner en 39. D'ailleurs, le père d'Helena avait tout calculé. Comment lui est au courant des notes du père d'Helena, je ne sais pas, mais à la rigueur, pourquoi pas. Eh bien, il veut revenir en 39 pour tuer Hitler et prendre sa place et empêcher de faire les erreurs qu'il a commises. Il veut devenir le nazi ultime. Zéro subtilité. Bon, évidemment, les nazis dans Indiana Jones, hein, je hais les nazis. Il doit y avoir 2-3 fois ça la réplique dans le film. Oh ouais. Mais alors, le problème, c'est que, oh là là, quoi, niveau antagonisme. Bon, après, les antagonistes dans Indiana Jones, ça n'a jamais été subtil, hein. Vraiment pas, même, hein, jamais. Jamais. Mais là, c'est un peu paresseux. Bon, évidemment, donc on nous fomente la possibilité de revenir en 39 et on verrait peut-être Indiana Jones face à Hitler. Non, pas du tout, parce qu'ils se sont trompés dans les coordonnées. C'est presque de l'humour, un truc. Et en fait, ils vont en moins 200 et quelques avant Jésus-Christ, à l'époque d'Archimède, à la prise de Syracuse et tout. Et en fait, évidemment, la boucle est bouclée, hein, le cadran lui revient, Archimède, ben, c'était normal, parce qu'il avait appelé à lui le cadran pour qu'on vienne l'aider pour cette guerre, gna gna gna. Et d'ailleurs, il va récupérer la montre du nazi, et c'est pour ça qu'on la retrouve dans la tombe, avec les hélices écrits sur la tombe, parce qu'il a vu les avions, les oiseaux, les avions. Oh ouais, tout est lié, la boucle. Et là, on en arrive au bout. Et moi, j'étais là en train de me dire, bon, il est temps, peut-être, c'est le dernier Indiana Jones, normalement. Ah oui, faites mourir votre personnage, mais bon, ça serait trop simple. Et je me suis dit, mais là, il y a un truc en or. Vous allez laisser le personnage d'Indiana Jones dans le passé et va devenir lui-même une relique, quelqu'un qu'on trouvera plus tard dans un tombeau. Et donc, il aura sa place dans un musée. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il veut comme fin. Mais non, mais non, mais non. Helena, paf, elle le frappe, ellipse, et on le retrouve dans son lit à New York. Et on a une fin alternative. Pour moi, c'est une fin alternative. Hein. Moi, je voulais c'était son destin. Et c'est ce qu'il voulait. Merde, laissez-le. Je voulais qu'il reste avec Archimède. Ouais. Bon, après, oui, il aurait changé le cours de l'histoire, peut-être. Oh là là, cette femme moraliste. C'est pas le doc, non, de Josh qui a écrit le scénario, quand même. Eh ben non. On le remet à New York. Mais oui, mais bon, parce que qui va revenir? Son ex-femme, Marion. Et ouais, elle est là, Marion, jouée par Karen Allen. On la voit en photo plus d'une fois et tout. Elle revient, elle pardonne son mari, parce que leur fils est mort, Shia LaBeouf, qui jouait le fils dans le 4, est mort à la guerre du Vietnam. C'est pour ça que là, le défilé Happy, make Peace, No War, ouais, mais il n'aurait pas dû en rire, il y a un traumatisme derrière. Enfin, le film n'aurait pas dû tourner ça en dérision, en action. Mais ouais, ouais. D'ailleurs, le deuil du fils, c'est super bazardé, c'est vraiment dommage. Hein. On voit qu'ils ont vraiment voulu se débarrasser du personnage de Shia LaBeouf, mais même dans la psychologie du truc. Et donc à la fin, bah oui, gros fan service ultime, hein, voilà, c'est où que t'as pas mal pour que je t'embrasse. On refait la scène dans le bateau des aventuriers de l'Arche perdue. Mais voilà. Mais non, mais on aurait dû finir comme, je crois, c'est le personnage de Belloc qui me semble le dit. Peut-être qu'un jour, Monsieur Jones, vous serez aussi une dépouille qu'on mettra dans un musée, qu'on l'enferme dans le tombeau, là, bah, on aurait pu arrêter là-dessus, quoi. Bah non, 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 non. Bah, je trouve que cette fin qui est évidemment un peu larmoyante, ça te prend au cœur, t'entends la musique de John Williams, c'est beau. Ouais, mais c'est pas ce qu'il voulait à la base. Bon, là, il est pas content, il est pas mécontent, je pense, de ce destin-là, mais on lui a imposé un peu ceci. Ouais, bref. C'est tout ce que j'ai à dire sur la zone spoiler. Ouais, allez, j'ai oublié des trucs sûrement, mais c'est pas grave. Je ferme la zone spoiler, je vais pas trop non plus énumérer les nombreux clichés et autres références qu'on peut avoir sur les 3 premiers volets. Oui, à un moment on fait référence au Temple maudit. Hein. D'ailleurs, quand ils sont en train de gravir un truc, ah ouais, et on a essayé de m'arracher le cœur.
Bon, ouais. Bah, je suis mitigé, parce que la finalité du truc, c'est presque trop... non, c'est trop forcé, paresseux, simple, et... ah non, moi je pense qu'il aurait pas dû avoir ce film, cette finalité-là. Revenez à la zone spoiler, hein, quand vous aurez vu le film, parce que j'explique là. Bien sûr, le film ne m'a pas donné ce que je voulais, mais c'est pas grave. En soi, le film est réussi sur le plan aventure et action, mais par moments, c'est artificiel. Je pense que c'est un peu au-dessus, oui, c'est au-dessus peut-être du royaume de truc de cristal, de truc là. Mais je le reverrai quand même, je le reverrai. Il y a un peu trop de facilité, mais bon, il y avait des facilités dans les autres Indiana Jones aussi. C'est juste que, voilà, heureusement on a des bonnes prestations. Bon, Harrison Ford, j'en ai pas parlé, bon, ça va, il fait le boulot, on voit que... Bon, il se débarrasse du rôle aussi, mais il le fait bien. Quand même, Phoebe Waller-Bridge, elle a ce charisme-là pour faire quelque chose derrière, peut-être avec ce personnage ou pas. John Rhys Davis, bon oui, bah ça là revient parce que Indy l'a fait arriver aux États-Unis. Ouais, ça brosse un peu quand même l'Amérique dans le sens du poil pour contrebalancer l'histoire que y a l'Allemand qui aurait aidé pour aller sur la Lune. Hein. Mais ouais, c'est un film qui aurait pu aller beaucoup plus loin, qui aurait pu prendre peut-être plus de risques, notamment sur la fin, même si ça aurait pas été forcément une prise de risque, ça aurait été pour moi une logique, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, il y a eu ce choix qui a été fait, et j'avoue que, non, je suis pas déçu, non, parce que je n'en attendais pas grand-chose non plus. Mais non, ça ne sera pas la réussite ultime et escomptée pour ce Indy 5. Donc les 3 premiers sont toujours au-dessus, mais c'est pas grave. C'est quand même une tentative sympathique et un bon moment, un bon divertissement. Et on prend plaisir à voir, donc par exemple, l'éclosion du jeune acteur français, Ethan Isidore, entre autres. Content de voir Antonio Banderas, même si ça sert à rien. Content de voir Mads Mikkelsen quand même, bien sûr. Phoebe Waller-Bridge, j'en ai déjà parlé. Mais bon, tout ceci appartient déjà à l'histoire. Et peut-être que ce film aura un jour sa place dans un musée. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, de cette saga qui est désormais normalement les conclue, normalement. Et on en discute en commentaire. Il commence à faire chaud, donc du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao!